que nous avons une poutre qui est isostatique. Donc, nous avons trois composantes inconnues des réactions d'appui. L'appui fixe introduit deux composantes inconnues des réactions d'appui, c'est-à-dire VA et HA. L'appui mobile n'introduit qu'une seule inconnue des réactions d'appui, c'est-à-dire VB. Donc, nous avons, pour déterminer le degré d'hyperstaticité de la structure, nous avons trois composantes inconnues de réaction d'appui et nous avons trois équations d'équilibre statique. Donc, T égale à 0. Nous avons une poutre isostatique. Donc, c'est une poutre isostatique. Alors, on va appliquer le même principe que vous connaissez, c'est-à-dire la somme des moments par rapport à un point de la structure doit être égale à 0. La somme des moments par rapport au point A doit être égale à 0. Donc, le sens positif, par convention, nous prenons pour le moment le sens anti-horlogique. Nous prenons le sens anti-horlogique. A, c'est le bras de levier. Pourquoi moins? Parce que la charge ponctuelle P a tendance à roter la structure dans le sens horlogique. Donc, on va mettre moins devant. Et RB, ou soit la réaction RB ou la réaction VB, a tendance à roter la structure dans le sens anti-horlogique. Donc, dans ce sens. D'office, c'est un moment positif. Alors, le bras de levier, c'est L. Donc, c'est L ou soit A plus B. Donc, c'est L ou A plus B parce que A plus B est égal à L selon cette structure. Alors, on développe et on va trouver RB égale à P fois A sur L. Ça, on vient de trouver la première réaction, c'est-à-dire la réaction RB. Et pour trouver la réaction RA, on va utiliser une des équations de l'équilibre statique également, c'est-à-dire la somme des forces suivant l'axe des ordonnées doit être égale à 0. Et par convention, nous prenons le sens positif pour les X, le sens positif pour les Y. Voilà. Alors, la réaction RA est orientée vers le haut, c'est-à-dire dans le sens positif. P est orienté vers le bas, donc sens négatif. RB est orienté vers le haut, donc le sens positif. Alors, c'est ce que nous allons appliquer. Appliquons, c'est-à-dire plus RA moins P plus RB. Donc, si vous calculez, vous allez avoir P moins RB. Or, RB est égal à P fois A sur L. C'est ce qu'on avait trouvé ici. Ensuite, on peut mettre le P en évidence. Nous aurons RA égale à P, facteur de 1 moins A sur L. Voilà. Ensuite, on peut trouver les dénominateurs communs. Les dénominateurs communs, c'est L. On multiplie par L ici, moins A. Or, L moins A est égal à B. Donc, L, c'est cette longueur. Si on enlève A, c'est-à-dire on reste avec B. Donc, si on enlève A de la longueur L, on reste avec B. Ainsi, nous aurons RA égale à P fois B sur L. Parce que on a remplacé L moins A par B. Voilà. Donc, les deux expressions sont correctes. Ensuite, on a deux intervalles selon le point singulier. Ici, j'aimerais préciser ce qu'on appelle point singulier. Le point singulier, premièrement, c'est ce qu'on appelle appui. Les appuis sont de points singuliers. Je dessine une structure. On a l'appui ici, appui fixe, l'appui simple. Le point ici, c'est un point singulier et le point ici, c'est un point singulier. Ensuite, le point d'application de charge, ça c'est OK. Le point d'application de charge ponctuelle. Alors, la charge est appliquée ici, P. La charge est appliquée ici, c'est A, ici c'est B. D'où ce point ici également devient un point singulier qu'on appelle C. OK. Ensuite, le débit est la fin d'une charge uniformément répartie. Sur notre structure, nous n'avons pas de charge uniformément répartie. Ici, nous n'avons pas de charge uniformément répartie. Ensuite, le point de changement des directions de la structure. Si on a une structure pareille, c'est également un point singulier. Si on a un portique, par exemple. Mais nous n'avons pas ça. Et on dit le point où l'on trouve une rotule. Si par exemple, nous avons une structure rotulée, je prends un exemple. Nous avons une structure pareille et nous avons une rotule. Donc, on allait dire que ça, c'est le point A, le point B et le point C. C'est aussi un point singulier. Donc, nous n'avons pas de rotule. Nous allons faire dissection, c'est-à-dire nous avons deux intervalles. Nous avons l'intervalle AC où X varie de 0 à A. De 0 à A. Donc ici c'est 0, ici c'est A et ici c'est L. Donc c'est comme ça. Voilà. Alors, nous faisons une section que vous êtes en train de voir avec la couleur verte. Donc nous faisons une section ici. Voilà. Et nous déterminons le moment MX.
nous connaissons la réaction et on doit déterminer Mx. Alors, la section est coupée juste avant la charge P. Donc, la charge P n'est pas inclue dans cette section. Qu'est-ce qui va se passer? On doit déterminer le moment au point X, donc en ce point. Donc, le moment en ce point égale au moment Mx. N'oubliez pas la convention des signes. Nous avons plus Mx moins P fois B sur L multiplié par X égale à 0. X, c'est le bras de levier. PB sur L, c'est RA, la réaction RA. Donc, ici, nous avons l'expression du moment. Ensuite, ça, c'est pour l'intervalle AC. Et pour l'intervalle CB, c'est-à-dire à partir de C jusqu'à B, on va également faire une section. Alors, quand on fait une section, c'est-à-dire, on va regarder, j'ai enlevé la première section parce que je vais considérer toute cette partie. Donc, la charge P est incluse. Nous aurons X, cette position, et nous aurons A, c'est-à-dire la distance entre le point A et le point C. Et nous devons maintenant déterminer Mx. On va appliquer le même principe et Mx va donner P fois B fois X sur L moins P facteur de X moins A. Alors, si je peux expliquer quelque chose ici, c'est que P fois B sur L, vous connaissez, c'est donc RA, X moins A, c'est-à-dire c'est cette distance. Cette distance représente X moins A et c'est le bras de levier de ce moment. Et ici, on a juste multiplié P fois B sur L par X, qui est son bras de levier. Ensuite, on doit faire une vérification. C'est-à-dire, il faut que le moment MA, c'est-à-dire le moment trouvé avec la position A en utilisant la première formule, c'est-à-dire cette formule, soit égal au moment MA trouvé avec la deuxième formule. Donc ici déjà, si on remplace A, la partie ici, on aura A moins A, ça va donner 0, on restera avec ça. Et si on remplace A, nous aurons P fois B fois A sur L. Et déjà ici, si on remplace juste A, ici, là où il y a X, on aura P fois B fois A sur L. Ainsi, nous pouvons dire que nous avons bien écrit ces expressions. Alors, on doit maintenant trouver le rotation. Comme on a deux intervalles, nous aurons deux rotations. On commence d'abord par intégrer. Une fois qu'on intègre, nous aurons ceci, qu'on appelle première équation. PB sur L fois X, c'est l'expression du moment obtenu dans l'intervalle AC. Et ça varie de 0 à A. Alors, on a trouvé ceci. Et pour l'autre intervalle, c'est-à-dire l'intervalle CB, nous devons également intégrer l'expression du moment. Après intégration, nous avons ceci, que nous appelons 2. Ensuite, on doit calculer la flèche. On doit avoir également deux expressions de la flèche, c'est-à-dire dans l'intervalle AC et dans l'intervalle CB. Alors, dans l'intervalle AC, nous avons EIFTX. On remplace ici l'expression de θx. C'est cette expression qu'on a remplacée. Et en intégrant, nous avons cette expression de la flèche. La première expression, selon l'intervalle AC. Alors, la deuxième expression, selon l'intervalle CB, c'est ça. Et nous allons juste l'intégrer. Après intégration, nous avons la flèche pour l'intervalle CB. Pour la condition limite, nous avons l'appui fixe qui interdit le déplacement suivant OY et interdit les déplacements suivant OX mais autorise la rotation. Nous avons l'appui mobile ou l'appui simple qui interdit le déplacement suivant OY mais autorise le déplacement suivant OX et la rotation. Dans tous les cas, la rotation est autorisée. Ainsi, on va maintenant trouver les constantes d'intégration. Ces conditions limites ainsi que les intervalles vont nous permettre à déterminer les valeurs de C1, CD, C3 ainsi que C4. Alors, prenons par exemple l'équation 3. L'équation 3, si x est égal à 0, alors V1 est égal à 0. Souvenez-vous, les déplacements verticaux ne sont pas autorisés. Donc, les déplacements verticaux ne sont pas autorisés par ces appuis. En remplaçant, nous aurons moins PB multiplié par 0. Donc, cette partie va tomber. Cette partie également va tomber. Et nous ne resterons qu'avec C3 égale à 0. Souvenez-vous, la flèche, c'est, déplacement vertical. C'est ce que nous avons appelé la flèche. Ainsi, ce qu'on a dit pour ces appuis, ils n'autorisent pas les déplacements verticaux. C'est pourquoi on a égalé la flèche V1 à 0 et on a trouvé la valeur de C3 qui est égale à 0. Ensuite, V'1 et V'2 représentent tout simplement de rotation. Donc, quand vous voyez V', c'est-à-dire c'est θ, quand vous voyez V, c'est F. Donc,
V1' et V2'. V1' et V2', ce sont des rotations. Ces deux rotations doivent être égales si x est égal à a. Ainsi, en appliquant cela ici, nous ne resterons qu'avec C1 égale à CD. Après, si x égale à a, bien évidemment, la flèche V1 doit être égale à la flèche VD. C'est-à-dire qu'à la position A, donc ça c'est 0, ça c'est A, ça c'est L. Donc ici c'est au milieu, c'est le point C, ça c'est le point A, ça c'est le point C, ça c'est le point B. C'est-à-dire que toutes les expressions que vous pouvez trouver dans cet intervalle doivent être égales aux expressions que vous trouverez dans cet intervalle si vous êtes au point C. Donc si x est égal à A. Donc tout ce que vous calculerez ici, c'est-à-dire l'expression du moment, la flèche ou l'angle de rotation, doivent être égales à ce que vous calculerez ici, si et seulement si vous vous situez au point C, c'est-à-dire la position A. C'est ce qu'on a appliqué également ici, et c'est ce qu'on avait appliqué là, et c'est ce qu'on avait appliqué là. Après application, vous allez trouver la valeur de C4 égale à 0. Alors, C1 égale à CD, c'est vrai. Mais quelle est la valeur de C1 et quelle est la valeur de CD? Sachant que si vous connaissez la valeur de C1, automatiquement vous connaissez la valeur de CD parce que C1 est égal à CD. Enfin, si X égale à L, alors VD doit être égal à 0. Ça veut dire que nous avons nos appuis. Ça, c'est le point C, ça, c'est le point A, ça, c'est le point B. Donc, ici, c'est V1, c'est-à-dire flèche 1, flèche 2. C'est la même chose, hein, V et F. Donc, ici, nous avons θ1 ou θd, soit V'1 égale à V'd. Donc, si on arrive à L, à la position L, c'est-à-dire on est ici, c'est que VD doit être égal à 0 parce que dans cette position, la flèche est égale à 0. C'est la condition aux limites. L'appui mobile n'autorise pas le déplacement vertical, non plus l'appui fixe. Donc, si on calcule V1, d'office V1 est égal à 0 au point A. Alors, je peux effacer, ça devient encombrant. On connaît C4, c'est égal à 0. Et on développe. Après développement, on va avoir CD égale à ceci. On peut encore développer et on va aboutir à ceci. Or, si nous connaissons CD, nous connaissons également C1. Donc, on vient de connaître la valeur de C1 et de CD, c'est ça. C3 est égal à 0, C4 est égal à 0. Donc, C4, 0, C3 également 0. D'où on doit remplacer ces valeurs afin de déterminer chaque expression de déformation. Alors, si on remplace ici dans θ1, nous aurons cette expression. Si on remplace dans θd, nous aurons cette expression. Si on remplace dans F1 ou V1, nous aurons ceci. Et si on remplace dans F2, nous aurons cette expression. La question, c'était de déterminer l'équation de la déformée de la poutre et en déduire la flèche F maximale et l'angle de rotation au point d'application de la charge. Alors, c'est ce que nous allons faire. Flèche au point d'application C. Donc, on a le choix, soit on peut utiliser l'expression 10 ou l'expression 11. Donc, f de A, si on remplace la valeur de A, nous aurons moins PBA sur ci et I facteur de L carré moins B carré moins A carré. Alors, si vous développez cette expression, donc on sait que L n'est rien d'autre que A plus B, le produit remarquable de A plus B. On a A carré plus 2AB plus B carré. On remplace ça ici. On développe cette partie. On aura 2AB. Et c'est ce qu'on remplace ici. Au finish, le 2 et 6 vont se simplifier. Donc, nous aurons FA égale à PB au carré, A au carré sur 3 et IL. Donc, c'est ça l'expression de la flèche maximale. Donc, ça, c'est la flèche max. Ça, c'est la première expression, l'expression de la flèche max et l'expression de l'angle de rotation au point d'application C. Donc, ici, je peux utiliser l'expression 8 ou l'expression 9. Alors, c'est le même raisonnement. J'ai développé. Je sais que L égale à A plus B au carré. Si vous développez, vous allez trouver ça. Donc, ça, c'est θ max